Alors déjà, bonjour à tous ceux qui vont suivre cette entrevue aujourd'hui sur ma chaîne et bonjour à vous Virginie. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur pour 2 raisons. Parce que, c'est quelque chose que j'ai rencontré moi déjà personnellement et puis parce que c'est quelque chose que je retrouve régulièrement chez les personnes que j'accompagne. Donc on va parler, des traumas, de la dissociation et des déclencheurs émotionnels. Donc je vais d'abord vous présenter quand même, qu'on sache un petit peu qui vous êtes. Donc Virginie, vous êtes psychologue depuis un peu plus de 20 ans, sexothérapeute et vous pratiquez également l'EMDR. Si j'oublie quelque chose, vous me le dites. Vous avez donc également un site internet où vous animez un blog et des groupes de parole. Donc ces groupes de parole pour le moment, ils se font, en distanciel, en fait, on peut dire ça? C'est ça? Oui, pour l'instant, oui. Mais voilà, vous avez ce projet qui est pas encore complètement en place, mais qui est en route de, faire des groupes de parole en présentiel. Des groupes de rencontres, en tout cas, ouais, Et le temps d'un d'accord. week-end. Alors j'en profite du coup, je fais ma curieuse pour vous demander, ces groupes de rencontres, il y aura des thèmes, variés en fait, c'est ça? Oui, le premier qui est en cours, là, c'est les troubles du comportement alimentaire, parce que j'ai beaucoup de patientes en grande souffrance avec ça. Et Mmh. donc, avec la force du groupe pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Il y aura un groupe, j'espère, sur les couples, faire vraiment une retraite sur le couple, parce que ça, c'est vraiment intéressant, et d'avoir la pratique des uns et des autres, pareil, de jouer à la fois sur le groupe et l'identité. Et puis, j'espère faire des groupes de femmes, parce que les femmes portent tellement de choses, toute la charge émotionnelle, etc. Donc, oui, j'espère que d'ici fin 2024, ces groupes seront lancés. D'accord, OK. Vous aviez animé des groupes, mais il y a longtemps, je crois, qui étaient plus en ou participé à des groupes, mais qui étaient plus en lien avec, des problèmes d'abus sexuels ou ce genre de choses? Non, ça, j'ai pas fait. J'ai fait des groupes. J'ai proposé à la Civis notamment l'accompagnement des personnes victimes d'inceste, mais on est arrivé juste après le confinement et ça ne Oui, s'est jamais fait. ouais, puis on en avait parlé, il y avait aussi les coupes dans les budgets, enfin c'était compliqué aussi, C'est donc il y ça. avait pas grand-chose à ce moment-là sur, Non, au niveau des groupes de parole. non. OK. Bien, donc aujourd'hui, le sujet, les traumas, la dissociation. Donc on va commencer, par la base en fait. Je voudrais avoir votre définition en fait de ce qu'est le trauma. Alors, le trauma, c'est la façon de parler du détraumatisme. J'aurais tendance à dire d'où on dira le, mais il y a Oui. une multitude de traumatismes. Ça va en fait. Aujourd'hui, on pense que tout le monde a vécu au moins un traumatisme. Ça monterait jusqu'à 5 assez facilement, mais tous autant qu'on est, on a vécu des traumatismes dans notre vie. Ça peut aller d'une remarque d'une enseignante à l'école, une école primaire. Je pense à une de mes patientes à qui on a dit pendant toute une journée qu'elle était nulle, qu'elle pourrait aller qu'en moyenne section. Et ça, c'est quelque chose qui, 40 ans plus tard, c'est encore très affectivé pour elle. Et quand elle en parle, il y a encore beaucoup d'émotions. Le trauma, ça peut être effectivement un accident de la route, ça peut être un viol, de la violence sexuelle, une agression, ça peut être évidemment les attentats, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a eu très peur de se noyer un été en vacances avec ses amis et à un moment, il a un peu perdu pied, il a nagé, il a cru qu'il allait mourir, même s'il est revenu sur le bord aussi vite. N'empêche que depuis, il a peur de nager. Donc, tout ça, ça va englober le trauma. Et on va considérer un traumatisme à partir de la trace que ça va laisser. En gros, plus je suis marquée par ce qui m'est arrivé, plus on va partir du principe que le trauma est sévère ou complexe ou profond, qu'importe la terminologie, c'est plutôt ce qu'il en reste. Parce que naturellement, vous et moi, tout comme notre peau quand elle est marquée, on va être dans des processus d'auto-guérison. On a un corps qui est excellent, qui est merveilleux, et on est d'abord là pour être dans l'auto-guérison. Donc, quand vous avez une plaie, vous avez une croûte qui va mettre plus ou moins longtemps. Le traumatisme, c'est pareil. Il va être traité par mon système nerveux central avec plus ou moins de temps. Mais il y a des fois où ce n'est pas possible. C'est-à-dire que la charge émotionnelle a été tellement forte, si vous préférez, c'est une énorme charge qui doit passer dans un minuscule canal. Et techniquement, notre système nerveux central va diminuer la charge émotionnelle au fur et à mesure du temps pour pouvoir être traité.
Mais il y a des fois, c'est beaucoup trop violent, beaucoup trop fort. Donc, il va trouver des stratégies diverses et variées. Et une des stratégies, ça va être un peu de bloquer l'événement, le souvenir, tout ce qui l'entoure, un peu comme un kyste dans un petit coin de mon cerveau, en espérant que ce soit pas trop stimulé ou que ça se passe plutôt bien. Il le fait vraiment pour moi, hein. C'est ni contre ni pour embêter qui que ce soit. C'est dans l'idée d'une auto-guérison. Sauf que quand il fige mon souvenir et ce moment, il fige pas que le moment. Il va figer aussi la couleur verte, la sensation de l'eau froide, la voix de quelqu'un. Enfin, il peut figer plein de choses qui entourent le traumatisme. Ce qui fait que moi, au quotidien, je peux être à nouveau activée, dit déclenchée. Et tous ces petits déclencheurs vont me faire revivre des sensations proches de mon traumatisme. Et c'est ça qu'on va appeler trauma. C'est ce qu'il me reste dans le présent d'un événement du passé. Je suis dans une double temporalité quand je suis réactivée. Et je sens bien que ça n'a pas de sens, parce que je sais que c'est fini, mais n'empêche que c'est plus fort que moi et je suis très activée. Et là, on est dans le trauma. Parce que c'est vrai que du coup, je rebondis sur ce que vous dites, sur le premier exemple que vous avez donné de votre patiente où son institutrice lui avait pendant une journée rappelé qu'elle était nulle. C'est typiquement le genre de choses où moi, quand j'accompagne des personnes qui vont soit ne même pas le mentionner ou y penser, mais en se disant, c'est pas un traumatisme. Voilà, c'est bon, j'étais petite, voilà, elle m'a dit qu'alors oui, ça m'a vexée, mais ça va. Et c'est là où justement, d'où l'intérêt de cette entrevue, c'est que les gens se rendent compte que finalement, si petit ou insignifiant, ça peut paraître parce qu'on était gamin, que c'était que quelques mots, que maintenant on est grand, c'est bon, on sait qu'en fait ça peut laisser des traces qui peuvent être soit conscientes parce que des fois on sait que ça a marqué, mais on se dit: «C'est pas si grave, il y a pire», ou alors inconscientes parce que si à un moment donné, même je sais pas, à 40 ans, on est confronté à quelqu'un qui va juste redire ce mot par exemple: «Tu es vraiment nul», ça va ramener à ça, sans que la personne s'en rende réellement compte. Et du coup, elle va surréagir à ce mot ou à une ambiance ou à l'allure de quelqu'un qui peut ressembler à la personne, sans vraiment comprendre pourquoi elle a cette, réaction presque excessive par rapport à quelque chose qui paraît, anodin sur le moment, en fait. Et c'est exactement ça. Mais pire, c'est que ça peut avoir des conséquences sur les croyances qui entourent mon traumatisme. Il faut savoir que c'est parce que c'est pas aussi simple. Ça. Si avec un événement, ça irait, mais il y a aussi une croyance qui se greffe à ce que je vis. Si j'imagine ma noyade, par exemple, je suis en train de nager, je me suis sentie en danger, n'empêche que chaque fois que je pense à ce moment-là, j'ai encore les sensations dans le corps du danger. Et dans le cadre, par exemple, de ces petites remarques, depuis, j'ai des doutes sur moi, je manque de confiance. Chaque fois que je veux me lancer dans quelque chose, je me dis, oh, je pense pas que j'y arriverai du premier coup, ou non, mais moi, je pense que je n'y arriverai pas. Ça sort d'où cette croyance en fait? Et ça va très vite dans le j'ai pas confiance en moi, je suis nulle, je suis pas à la hauteur, je n'y arriverai jamais. Ce sont des choses qui reviennent beaucoup. Et quand on va chercher ce qui a pu tramer cette croyance de moi-même, on se retrouve sur ces petits riens que l'adulte considère comme un petit rien. Mais à hauteur d'enfant, quand on se remet dans l'esprit d'un enfant, qui se construit un système un petit peu de strates, si vous préférez. Vous et moi, quand on a grandi, on a pris en taille, on est devenus des adultes. Psychologiquement, c'est pareil, il y a un système de croissance. Mais les informations que je vis dans la journée, je les traite au niveau cérébral à hauteur de ce que je suis, c'est-à-dire avec mes petites cognitions, mes petits neurones, mon petit affect. Enfin voilà, j'ai 6 ans, je fais comme je peux avec les informations et surtout comment je peux régler tout ça ensemble. Donc ma maîtresse que j'aime particulièrement, qui représente à la fois l'autorité, à la fois la vérité, à la fois l'adulte qui est grand, qui est fort, ce qu'il me dit, c'est pas rien du tout. Ça vient m'écraser, ça vient me faire dire que décidément je suis nulle, je serai nulle toute la vie. Et donc toute la vie, je vais m'imposer, m'enfermer dans des mécanismes. Donc on ne peut pas minimiser. On a tendance à le faire. Hein. Moi, je l'entends beaucoup au cabinet. Des gens qui me disent, mais non, mais ça, c'est pas un traumatisme, Virginie. J'ai pas été victime de viol, j'ai pas vécu Oui. l'attentat. Mais c'est des traumas parce que ça vient activer des choses et surtout, ça me transforme dans la vie de tous les jours.
Oui, puis je pense que ça fait effet boule de neige aussi. Si on reparle de cet exemple, je suis nulle, il suffit qu'après, même plus tard, il y ait quelques autres événements de cet ordre-là, même plus légers, ça vient se mettre en couche, en couche, en couche, en couche. Et si on n'arrive pas à s'en dépêtrer, ça marque, vraiment. Et c'est vrai que c'est vraiment ce que je retrouve, c'est-à-dire que peu importe, je dirais, la hauteur du traumatisme, beaucoup de personnes pensent, bah, soit qu'il n'y a pas eu traumatisme, soit effectivement que c'est pas si grave, soit alors elles le savent. Elles se disent: «Oui, mais ça je le sais, je l'ai géré, c'est bon, je le sais, je l'ai analysé, OK, j'étais enfant, elle m'a dit ça, en fait, je sais que je suis pas nulle, ça va». Mais sauf que le comprendre et l'analyser, c'est pas le traiter en profondeur pour se défaire de cette émotion. Donc, Bah, exact. on a beau comprendre la chose, d'accord, j'ai été agressée, je le sais, c'est du passé, c'était il y a 15 ans, maintenant j'ai grandi, j'ai fondé ma famille, mais en fait non, l'émotion, si elle est toujours là, si on n'a pas creusé en profondeur pour dépatouiller tout ça et faire le distinguo de ce qui est à l'autre, de ce qui est à moi et du traumatisme, la compréhension seule suffit pas. C'est une étape déjà, de se dire: «OK, j'ai compris, il y a quelque chose là», mais ça suffit pas. Non, puis en plus, vous utilisez tout à fait les termes. Je sais, je comprends, mais mon trauma, je ne le sais pas, je ne le comprends pas, je le ressens. Oui, Donc, je suis obligée d'aller chercher davantage et dans mon corps et dans mon ressenti. C'est pour ça qu'on va parler des parts du moi, hein, nos parties enfants, nos parties adolescents, la partie qui a été blessée et tout ce que j'ai construit autour qui est en fait ni plus ni moins que de la résilience. Sauf que toute cette résilience, elle ne m'amène pas à une stabilité et mmh, c'est OK. Alors, étonnamment, il va y avoir des événements dans ma vie qui vont créer du trauma, mais qui va s'auto-gérer tout seul. Et même des années plus tard, on va dire à cette personne, ah ouais, mais t'as vécu ça, mais waouh. Et là, la personne peut dire, ouais, là, oui, j'ai souffert, hein, je suis passée par des stades, t'as mmh, pas idée. Hein. Mais maintenant, c'est OK. Alors que quand je me dis, oui, mais je sais, c'est dur, mais bon, il y a pire. C'est pas oui. traité, ça. Ah, Hein. le «il y a C'est pas pire», traité. il y a pire, c'est terrible. Et alors justement, donc vous avez donné quelques exemples de traumatisme, on va dire, mais en fait, on peut être traumatisé aussi, en étant simplement, enfin entre guillemets, le simplement témoin de choses. C'est-à-dire témoin de violence, témoin d'un accident ou même comme on le disait, devant sa télé, entendre une info, on va reparler du fameux 11 septembre ou autre, c'est quelque chose qui peut créer en fonction de son état d'être du moment, un traumatisme aussi parce que ça reste violent et qu'à ce moment-là, on ne sait pas le gérer émotionnellement pour X raisons et que ça vienne affecter en profondeur aussi. Et pire, ça va en plus me culpabiliser en me disant, mais moi, je ne l'ai pas vécu, c'est d'autres qui l'ont vécu, Oui, donc je vais essayer de me dire, que là aussi, je vais essayer de reprendre tout à fait le contrôle rationnellement. Ici, on va parler soit de traumatisme vicariant, soit de victime par ricochet. Hein, c'est un peu le même d'accord. mot. Les compagnes et les compagnons, par exemple, des attentats de Paris en novembre, ont vécu, n'étaient pas là, mais ont vécu le trauma quand Mmh, ils ont reçu compagnes et compagnons, qu'ils ont accompagnés, qu'ils sont allés à l'hôpital, qu'ils ont perdu, qu'ils ont. Mais tout ça, ça reste aussi du trauma. Et comme vous dites, je peux entendre une histoire. Quelqu'un qui me raconte une histoire qui me saisit, qui vient me chercher. Alors pourquoi? Ben, ça peut aussi avoir un lien avec ma propre histoire, mais ça peut mmh, avoir un lien avec l'histoire de ma famille, dont j'ai même mmh, pas conscience, parce qu'il y a des traumatismes transgénérationnels. oui, Donc je peux être à nouveau activée sur des choses que je ne savais pas, et puis parce que j'ai mon propre ressenti, et c'est mon droit absolu. Donc quand je suis activée et que je veux absolument reprendre le contrôle dessus, c'est pas la bonne stratégie. J'ai plutôt intérêt à me dire, ok, je vis ça très mal, et j'ai le droit, en fait. mmh, mmh. Et alors finalement, on va dire qu'il y a plusieurs échelles de traumatisme. Oui. Et je dirais oui et non, finalement. Parce que pour une même personne qui va vivre une même agression, elle va pas forcément être impactée de la même manière. Je dis ça parce que justement, quand il y a toujours ce «il y a pire que moi», finalement, il n'y a pas compétition entre quelqu'un, je ne sais pas, qui aurait reçu un jour une gifle terrible et quelqu'un qui aurait été violé. Sur le papier, on va dire celle qui a été violée, c'est beaucoup plus traumatisant. Oui, en attendant, celle qui a été giflée de manière, violente, elle peut aussi rencontrer des difficultés terribles dans sa vie après pour avancer pour différentes raisons. Exactement. Cela dit, moi, quand mes patients et mes patientes me disent oui, mais il y a pire, je leur réponds tout le temps oui, d'accord, mais il y a Oui. mieux aussi. Mmh. Donc, si on joue à l'effet de comparaison, bah, il y a toujours mieux, mais il y a toujours pire. La question, c'est pas ça, c'est comment moi, là où je suis dans l'instant, je suis avec cet événement. Et il se trouve que là, maintenant, dans l'instant, j'y arrive pas.
Et c'est ça qui compte. Donc, on va considérer qu'il y a trauma plutôt simple et trauma complexe, parce que les Oui. protocoles d'accompagnement ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais dans tous les cas, c'est du trauma. On aura beau dire ce qu'on veut, c'est du trauma. Donc, quelqu'un qui a traversé la rue et il y a une voiture qui a pilé, il ne s'est rien passé physiquement. Mais là, j'ai eu tellement peur d'être renversée, je me suis vue mourir, je rentre chez moi, je fais des cauchemars toute la nuit. C'est du trauma. Même si on se dit, mais non, mais on ne m'a pas renversée. C'est du trauma. Donc, après, comment je vais traiter ça? Avec quelles ressources? Est-ce qu'il y a des gens autour de moi? Est-ce qu'on m'accompagne? Enfin, c'est tout ça qui va suivre, en fait, qui compte pour accompagner le trauma. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà réellement s'écouter, voir l'impact que ça a et ne pas culpabiliser de se dire qu'il y a pire ou que quelqu'un va dire oui, bah, ça va, c'est bon, tu es en vie, tout va bien. Ok, ça c'est toi, mais moi, je le sens comme ça et ça va pas. C'est exactement Mm. ça. Et alors, quand on parle de ces différents traumas, justement, dans certains cas, il y a une dissociation qui se met en place, cette fameuse dissociation traumatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? La dissociation traumatique, elle est troublante parce que elle fait appel à ce fameux fonctionnement dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans mon cerveau, il va se passer. On a une partie de notre cerveau, pour faire simple, le cerveau reptilien, qui, comme son nom l'indique, il est reptilien. Voilà, c'est binaire, c'est survie absolue, quoi. C'est-à-dire que même si on sait qu'il a des ramifications avec tout ce qui est le nerf vagal, etc., n'empêche que quand il reprend le contrôle, vous êtes dans une situation de survie, il est en mode survie. Il ne réfléchit plus, il vous interdit même à la survie et il va à l'essentiel. Donc, notamment, si vous vous trouvez dans une avalanche et que vous êtes sous l'avalanche, sous la couche de neige, ce que va faire tout votre cerveau et votre cerveau reptilien, c'est qu'il va gentiment sacrifier vos doigts, vos orteils, vos bouts du nez pour pouvoir maintenir l'activité cérébrale et le cœur. Tout le reste, en gros, il va le mettre presque en off. Tant pis pour vous si après vous n'avez pas de reins, pas d'orteils et pas de doigts, quoi. Mais il n'est pas dans cette réflexion-là. Il est à l'essentiel. Et là, il faut se rappeler que dans notre cerveau, nous avons donc tout un système, en tout cas de traitement informatif. Et il se trouve que face au stress, qui est pourtant une émotion très humaine, on a comme une sorte de seuil, si vous préférez. Et quand on dépasse ce seuil de stress acceptable pour le corps humain, la molécule qui est dans le corps autour du stress, ça devient du poison. C'est-à-dire que c'est tellement violent pour moi que cette molécule va me tuer. Je peux mourir de stress. Ce n'est pas des blagues, quoi. Donc, ce que fait mon cerveau dans une situation particulière où là, ma dose de stress est tellement forte, tellement violente, c'est qu'il va tout d'un coup me couper du reste de mon corps. C'est un peu comme s'il faisait une sorte de scission, qui est restée d'ailleurs, la gorge est un peu le lieu de la scission entre le corps et l'esprit. Il va faire une sorte de scission, et c'est là que vous entendez des victimes, c'est souvent des victimes de viol, qui vont vous dire « j'étais là, mais j'étais pas là ». Je sais que mon corps était là, mais moi, j'étais ailleurs, quoi. Comme si mon âme, mon esprit était dans une autre dimension. Et c'est le seul moyen que j'ai pour pas mourir, en fait. Donc, j'abandonne mon corps à l'endroit où ça doit être, je le reprendrai un peu plus tard. Mais pendant le choc, je ne peux pas faire mieux. Donc, il y a un effet dissociatif qu'on va retrouver à d'autres moments. Il se trouve que dans des traitements de MDR, on a des patients qui dissocient pendant les séances. Alors, de façon très légère ou de façon beaucoup plus forte. Mais il faut accepter, même quelques secondes, il faut accepter qu'on peut dissocier à tout moment. Mais celle qu'on connaît le mieux, c'est celle qui est face à un choc vraiment, vraiment trop frontal, trop violent. Et alors, qu'est-ce qui fait finalement que cette dissociation qui arrive au moment du choc, parfois perdure dans le temps, sans que les personnes s'en rendent compte, justement? Alors, elle perdure et où elle peut même se transformer en ce qu'on appelle la mémoire traumatique, où j'efface tout le phénomène en tant que tel, parce que justement, c'est une évaluation interne de ma propre capacité de résilience à dire je peux pas, je peux toujours pas traiter cette information, elle n'est pas accessible. Alors, elle est toujours figée, c'est ce que je vous ai dit, elle ne disparaît pas, elle est quelque part. Parfois, elle est dans le corps, puisqu'on voit bien aujourd'hui des réactions psychosomatiques après des coups de stress. Le plus connu, c'est les cheveux qui blanchissent.
Ça, les gens qui vous disent du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec les cheveux tout blancs. Ça, c'est des réactions oui, typiques aussi. Et puis après, vous avez des personnes qui vous disent, ben, je sais qu'il y a eu un accident, j'étais dans la voiture, tout le monde était écrasé, on m'en parle, mais moi, il n'y a rien qui vient, quoi. Parce qu'en fait, c'est comme si mon cerveau continuait à évaluer que c'est toujours pas possible. Alors pourquoi? Souvent par manque de ressources, j'aurais tendance à dire ressources psychiques, d'attachement, de sécurité parentale ou autre. C'est sûr que moins j'ai de ressources, moins j'ai accès à ça pour pouvoir le retraiter. Plus j'ai de ressources, plus j'ai d'aisance intellectuelle et cognitive et affective à aller sur des sujets qui semblent plus douloureux que d'autres. Mais là, je crois qu'il faut aussi s'accorder le droit d'aller à son rythme. Il ne Oui. faut pas forcer. Et alors justement, quand il y a cette dissociation qui apparaît, comment ça se manifeste, on va dire, après dans le temps? On a parlé, par exemple, tout à l'heure de ces différentes parties, par exemple, enfant, ado, femme, enfin, peu importe. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment ça se... C'est ça, ces différentes parties, par exemple, ça peut être quoi? Donner quelques exemples. La plus connue, c'est par rapport à l'enfant. Un enfant qui a vécu des violences intrafamiliales et surtout répétées. Il faut qu'il survive. En plus, il est en pleine croissance. Donc, autant vous dire qu'il a bien conscience de toute sa vulnérabilité, sa dépendance à l'autre et de son besoin de survie. Donc, il va encore plus se fermer. Le plus connu, ça va être les plus visibles, ça va être tout ce qui est retard psychomoteur, par exemple. Ça va être Oui. un peu l'effet je me maintiens en vie, donc voilà, c'est mon histoire, je garde juste mon cœur et mon cerveau, hein, tout le reste, j'y touche pas trop. Et puis, je vais grandir qu'à un cas avec ça. Et l'effet dissociatif, ça pourrait être quelqu'un qui, en se reconnectant à ces souvenirs-là, en se rappelant qu'il a vécu des choses comme ça, parce qu'il le sait, il s'en rappelle. Par contre, quand il l'évoque, il n'y a rien. Il va me dire non, mais mon père, il nous tabassait tous les soirs, puis après, bon, on allait se coucher, hein, puis voilà. Hein. Voilà, ça va être typique d'une réaction dite dissociée. Alors, on pourrait se dire, oh, il a bien géré, hein, il a fait un travail sur lui, il va C'est très le bien. piège d'ailleurs, justement, de voir des fois des personnes qui ont l'air de très bien gérer, mais Bien en sûr. fait, c'est pas le cas. Non, la plupart du temps, il y a de la dissociation. On a du mal quand même à croire que tout petit bonhomme, il est plus comme ça, traverser ça tranquille. Et en fait, il va y avoir des petits symptômes autour. Parce que j'ai quand même des crises d'angoisse, je sursaute, les gens qui ont une voix forte, ou alors carrément il a transféré ça ailleurs, hein, les grosses voitures qui font du bruit, hein, le bruit, l'effet de sursauter. On va pouvoir parler des états de stress post-traumatique, hein, notamment avec des gens qui vous disent je comprends pas, je dors très mal. Et tu m'étonnes, il n'y a pas de sécurité. Je suis allée me coucher, j'avais peur, forcément, toutes les nuits sont associées comme un espace qui fait peur. Donc, heureusement, on va avoir des petites pistes comme ça qu'on va chercher. Et pour accompagner la personne à se reconnecter, on va lui faire comprendre que lui, en tant qu'adulte, il doit entendre que cet enfant-là, il a dû drôlement souffrir, non? Et en fait, par le passage intellectuel, mais oui, c'est sûr, j'imagine, moi, si je devais voir un enfant qui a vécu ce que j'ai vécu, je serais triste quand même, je prendrais dans mes bras. Et là, on a tendance à dire, allez-y, imaginez que vous prenez ce petit vous dans vos bras. Et souvent, c'est ce qui permet de débloquer les premiers effets dissociatifs. Mais il y a des fois, c'est dur. Hein, il faut accepter que ça puisse prendre du temps, que ça résiste, et on ne force pas. C'est pas la peine de traumatiser quelqu'un qui est déjà traumatisé. On ne force pas. Enfin, quand il y a de la dissociation qui résiste, moi j'ai tendance à laisser. Hein, on la contourne, on trouve des trucs, des machins, on se parle, on se fait des lettres, on imagine un autre enfant. Enfin, puis petit à petit, ça se connecte. Mais on ne force pas. Donc ça veut dire que dans la vie d'adulte, on peut avoir justement des fonctionnements encore dissociatifs sans, sans en connaître la source, soit parce qu'on a oublié, parce qu'il y a eu amnésie, soit on n'a pas oublié, mais on n'imagine pas un seul instant que parce que quand on était enfant, par exemple, on se prenait des raclées, que là, il y a encore des choses qui viennent se déclencher en rapport à ça. C'est comme si finalement l'enfant que cette personne était resté bloqué dans le passé au moment du trauma, qu'elle était là et qu'il y avait de temps en temps comme des intrusions de cette partie-là dans la vie présente. Dans le meilleur des cas, parce qu'il y a des fois où il n'y a même pas d'intrusion, c'est-à-dire qu'on a tellement figé l'enfant, on a tellement bloqué et on s'interdit tout accès à cette
part de nous-mêmes. Mais comme je vous ai dit au début, c'est des systèmes de couches. Donc, l'enfant en moi qui est en sous-couche, s'il est réveillé par, je sais pas, je vois une peluche, ça ressemblait étrangement à la peluche que j'avais à cet âge-là, hop, 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 tout d'un coup, toute la chaîne est réactivée. Et là, je sens une bouffée émotionnelle qui m'arrive, je ne comprends pas, et je me déteste pour ça. Donc, je vais en plus alimenter le mais je ne devrais pas, mais qu'est-ce que c'est, je suis faible, je suis vulnérable, enfin, toutes ces choses. Pas toujours consciente, hein, c'est pas aussi net que ça. Mais en tout cas, c'est là, c'est activé. Et donc, je vais essayer de refiger ça parce que c'est trop fort pour moi. Et puis, parce que à l'intérieur de mon petit système nerveux central, il y a quelqu'un qui dit c'est trop fort, on ne peut pas, quoi. C'est pour ça qu'il faut entourer. Il faut tout seul. Oui, mais alors, si finalement, vous dites des fois c'est pire parce que justement, donc il y a intrusion. Quand il n'y a pas intrusion finalement, que c'est complètement bloqué à l'intérieur, j'imagine que malgré tout, il y a quand même une partie toute pourrie quelque part, qu'il peut y avoir des symptômes qui se déclenchent. Alors, on le sait, chez les personnes qui ont subi des traumas, ça va être des personnes qui vont avoir forcément, enfin, peuvent avoir plus de dépression, plus de pathologies non expliquées ou récalcitrantes. Enfin, ça enchaîne des choses comme ça. Mais quand tout est bloqué, justement, qu'il n'y a même pas d'intrusion, comment savoir qu'il y a un problème de cet ordre-là? Alors que quand il y a intrusion de temps en temps, par exemple, je vois une peluche, ça me fait réagir, même si je me dis: «Mais tu es nul, tu es faible, qu'est-ce que tu vas pleurer parce que tu vois cette peluche?» Au bout d'un moment, ça peut interpeller en se disant: «Quand même, c'est bizarre quoi, je vire barrer» ou quand il y a rien Eh ben, émotionnellement, enfin quand il y a l'air d'avoir rien émotionnellement, mais que le corps, par exemple, parle. eh ben, c'est ça. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais rien. À un moment ou à un autre, ça sort par le corps. C'est comme s'il fallait qu'il y ait un moyen Oui, d'expression. Et alors, j'aurais envie de vous dire, le moins pire, bah, c'est les crises d'angoisse. Et là, ça peut être une super entrée en matière pour travailler sur soi parce que bah, c'est quand même très inconfortable la crise d'angoisse et l'attaque de panique. Et dans le pire des cas, j'ai pas voulu entendre les crises d'angoisse parce que je fais pareil, je me dis ah, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et puis là, on tombe dans les maladies psychosomatiques. Alors on a des petites, hein, les maux de ventre, un transit pas très net, puis on a les de pire en pire. Donc aujourd'hui, on fait des liens quand même très forts entre trauma, cancer quand même. Hein, je veux dire, donc tous les signaux que notre corps peut nous envoyer, faute d'aller intellectualiser, c'est à prendre aussi au sérieux. Parce que là, on parle de trauma avec beaucoup de conscience, mais imaginons la toute petite enfance, tout petit. Quelqu'un qui, limite nourrisson, a vécu quelque chose de particulièrement violent. On ne se rappelle pas, hein. Et puis on aura beau lui dire, oh, tu sais, tu étais dans la voiture ce jour-là, il y a eu un accident. oui, oui, là, c'est encore plus dur d'accéder aux informations Je parce m'en qu'en plus la souviens pas mémoire, sûr. Pourtant, va dans le intégrer. corps, elle est là. C'est obligé, parce que autant la mémoire consciente significative, elle fait du ménage tous les jours, autant dans le corps, vous savez bien, vous avez une plaie, vous avez une petite cicatrice, même si en grandissant, elle devient toute petite, elle est toujours là. Là, c'est pareil. Donc, de temps en temps, c'est important d'aller se dire, tiens, soit je m'approprie l'histoire, on me la raconte, on me la raconte, je m'interroge, je me dis oh là là, et je vais même me chercher en me disant mais ça a dû être dur pour moi là, tout petit, comment on m'a rassuré, etc. Et là, ça peut diminuer la charge parce que je vais me connecter avec ma part enfant, ma petite moi. Mmh. Soit l'ennui, c'est que je suis avec des maladies, et pareil, il ne faut pas que je minimise en me disant c'est peut-être pas que physiologique. Il y a une réaction physiologique, mais il y a peut-être des choses qu'il faut que j'aille apaiser, et notamment dans des maladies chroniques aujourd'hui qui se soignent même en EMDR. On apaise des choses autour de ça. Donc, sachant que toutes ces études, Sophie, sont très récentes, Oui, elles ont oui, été oui. mises longtemps de côté parce qu'avec tout ce qui était guerre, ça n'arrangeait pas forcément tout le pouvoir public d'aller mettre du ménage là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est là. Et je pense que la science va nous amener d'ici 10 ans mais une série de réponses incroyables, quoi. Parce que quand vous voyez que vous êtes porteur de traumas transgénérationnels, ceux de votre Oui, oui, grand-père, qui n'ont votre pas été vécus arrière-grand-père, du tout. oui, là vous vous dites, il y a quand même une connexion, une liaison à faire, et on ne peut plus en faire l'économie, c'est Oui. pas vrai. Mmh. Et alors finalement, hem, comment vous décririez les symptômes d'une dissociation, qu'elle soit simple ou complexe, dans la vie d'une personne adulte, on va dire? Est-ce qu'il y a des manifestations plus courantes que d'autres, par exemple? Vous savez, quand vous avez des petits moments de bug,
Vous êtes là, vous n'êtes plus là. Vous êtes en pleine conversation. Elle était intéressante, puis vous disparaissez, vous êtes ailleurs. Et puis vous revenez, mais où est-ce que vous étiez? Ce qu'on aurait pu appeler des formes de rêverie, c'est aussi des petites formes de dissociation. Et c'est ça la difficulté, c'est d'arriver, parce que la dissociation, on va dire que c'est quelque part finalement presque un état physiologique courant, parce que c'est comme quand on est dans la voiture et qu'on conduit, qu'à un moment on arrive à destination, qu'on n'a pas vu la route, c'est un état modifié de conscience, mais qui est normal et naturel. Et c'est là où je dirais comment faire la différence quand on parle par exemple de ces petits moments de bug, de se dire: «Est-ce que j'étais dans la lune ou ailleurs?» Donc est-ce qu'il y a d'autres, symptômes, je dirais, qui peuvent nous faire nous interroger dans notre façon d'être? Alors je ne sais pas, je prends des exemples, certaines personnes qui vont pas justement comprendre pourquoi elles ont tel type de réaction, parce qu'elles se disent: «Non, c'est pas moi, je comprends pas là pourquoi ça me met en colère» ou «Là, je comprends pas pourquoi je suis triste. Je suis en train de faire un truc, ça va, pourquoi?» Est-ce que ça peut faire partir tout ça justement? Ça peut être des formes de déclenchement, plus que de la dissociation. Il vaut peut-être mieux se dire, oh là là, je viens de truc, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'au moins je suis là, je suis dans ce que je vis, même si je n'ai pas la connexion. La dissociation, ce serait plus l'inverse, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelque chose et film, je me fiche, je ne suis pas là, quoi. Je me vois même ne pas être là. Et ça peut même être très anxiogène, hein. C'est-à-dire que je pense à regarder un film qui me rappelle ma propre histoire, hop, 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 il y a quelque chose qui monte, et en fait, c'est tellement fort que là encore, je me fige, et l'autre me parle, mais il n'y a plus rien. Ouais, ailleurs. C'est même plus, je suis même plus connectée avec moi. Je suis Mmh. là, mais je ne suis pas là. Oui, ça peut donner la sensation d'être un peu comme un zombie alors parfois, comme, avancer en automatique. Ça peut être très désagréable. On le voit en séance, hein, la personne qui dissocie quand elle active vraiment un souvenir douloureux, il faut qu'on la fasse revenir dans le présent, hein. C'est vraiment, je vous assure, on claque, on tape dans ses mains, on revient, on rebouge, parce qu'on part. Ouais, ça donne un peu une impression de perte de contrôle. Donc, si peu qu'en plus, c'est un lien avec mon trauma, où j'ai été agressée, où on m'a fait du mal, et donc j'ai perdu le contrôle, ça peut encore plus me traumatiser. Donc, il faut vraiment revenir dans le présent, expliquer aux gens, se dire que c'est normal, que c'est défensif et que je fais comme je peux. Parce que là, on a parlé des cas où il y avait un élément déclencheur, par exemple, qui fait qu'il y ait dissociation. Mais est-ce que quand il y a, dissociation avec, par exemple, plusieurs parties, imaginons quelqu'un qui aurait eu un trauma, on va dire donc complexe, par exemple, de la violence répétée depuis la petite enfance pendant de nombreuses années. On pourrait avoir, par exemple, une partie, heu, enfant très jeune qui est coincée dans ce moment-là à cause de la violence, une partie ado parce qu'elle l'a vécu encore différemment, une partie jeune femme, qui se marie, mais du coup les rapports avec le mari, enfin, il peut y avoir plusieurs parties. Ces parties-là, si elles sont coincées dans ces moments-là, dans ce passé, hem, est-ce qu'elles peuvent justement de temps en temps avoir comme conflit intérieur et venir se réactiver, déjà est-ce qu'elles savent qu'elles sont plusieurs? Alors, Est-ce qu'elles ça, peuvent se faire la guerre? Est-ce qu'elles s'entraident? Et est-ce qu'il y en a qui peuvent des fois ressurgir? Là, par exemple, j'ai ma personnalité, je suis Sophie, je travaille et à un moment, il y en a une et je ne sais pas pourquoi, elle prend plus de place et ça va plus. Elle a envie, je ne sais pas, d'aller courir dehors ou d'aller enfermée là, devant son ordinateur. Il faut pas, elle veut faire autre chose et ce qui fait que moi, je me retrouve à travailler en me disant: «Je comprends pas, ça va pas là». ouais, alors le système de switch, et notamment ce qu'on va appeler un peu ces troubles dissociatifs de l'identité avec des parts de soi, c'est pas nos parts nous-mêmes. Vous voyez, la Sophie jeune, la Sophie ado, c'est plus des personnes qui sont venus se greffer dans mon trauma à l'instant où je l'ai vécu pour que je survive. Donc, par exemple, je suis une enfant, j'ai vécu de la violence à la maison et j'ai fabriqué une sorte de Hector, c'est très très inconscient, hein, tout ça, une sorte d'Hector, de soutien, presque un doudou, imaginons, j'ai 5 Mmh. ans, une sorte de... Et c'est ce Hector qui va prendre de la place dans mon histoire et qui va grandir, entre guillemets, avec moi, qui pourrait, imaginons le jour de mon mariage, si je me sens agressée, prendre le relais pour me faire survivre moi en tant que Virginie. Donc, c'est pas ma part de moi enfant qui vient
c'est plutôt ce Hector fabriqué qui était là pour me défendre, entre guillemets, que j'ai fabriqué dans mon mode défensif, qui tout d'un coup pourrait venir. Ça, c'est sur la partie la plus simplifiée de la dissociation. Ce qu'on sait aujourd'hui, mais qu'on a encore du mal à comprendre, même dans l'accompagnement, c'est ces gens qui switchent comme ça. Oui, là, c'est vraiment dans les troubles dissociatifs de l'identité Ouais. qui sont, on va dire, poussés, où il y a vraiment un vrai switch de la personne. Alors là, du coup, on ne va pas forcément aller sur ce sujet parce que c'est encore, on va dire, un autre sujet plus complexe. Là, on a parlé d'Hector, par exemple. Mais tout à l'heure, quand on parlait, par exemple, de la partie enfant qui était encore coincée dans le traumatisme, elle, c'est pas Hector, c'est par exemple la partie enfant. Donc, peut y avoir la partie enfant, peut y avoir une partie ado sans qu'il y ait un Hector, par exemple. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Oui, oui. OK. Qui peuvent elles aussi de temps en temps, justement, se réactiver pour différentes raisons sans qu'on ait un vrai switch comme on l'entend dans les troubles dissociatifs de l'identité, plus poussés? Oui, elle est activée par le déclencheur, en fait. Ça va être ce que je disais au tout début, quand ça fiche tout ça ensemble et que je vais avoir le souvenir de ce camion vert qui nous était rentré dedans à l'adolescence. Et chaque fois que je vois un camion vert, j'ai un petit moment de sursaut. Et j'ai les réactions que j'avais un peu à l'adolescence, c'est-à-dire faire comme ça, ou alors que moi, adulte, quand j'ai peur de je sais pas quoi, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, c'est peut-être ces choses-là. Et dans l'aspect thérapeutique, pour réparer et se reconnecter, il faut que je retourne à ce que je pense que j'étais, même si je spécule, finalement je me retrouve. Parce que mes sensations, elles reviennent, voire même des fois le vocabulaire qui va avec. Donc oui, mais ça ne se confronte pas, ça. Ça a plutôt tendance à soit à se croiser, soit un peu à se rater, donc il faut les connecter ensemble. Si Oui. vous avez vu le film Les Chatouilles, ce moment où elle se reconnecte à la petite fille qui est toute seule en train de dessiner et qu'elle lui prend la main, c'est typiquement ça. C'est voilà, ça c'est les parts du moi profond, Mmh. du moi tout seul, sans Hector, sans personne. Mmh. Et en fait, je fais la paix. Je fais la paix et je me crois et je me soutiens. Et c'est moi. Oui, je me sécurise, je m'apporte en fait ce dont j'ai besoin pour que la partie qui est mal se sente mieux et que ça reconnecte, C'est ça. sans cette, «dissociation» entre guillemets, enfin cette autre partie. Hem, donc ça veut dire que des personnes effectivement des fois qui ressentent des émotions qu'elles ne comprennent pas parce qu'elles ont entendu un bruit, parce qu'elles entendent une chanson, parce qu'elles entendent peu importe, ou qu'elles voient quelque chose, il faut, si ça se reproduit, on va dire, ou que ça les interroge, se poser la question en disant: «Pourquoi, j'ai réagi de cette manière-là? Qu'est-ce qui s'est passé?» Ou on Bien a sûr. souvent effectivement le fait d'adultes qui me disent, moi, voilà, des personnes que j'accompagne: «Je ne supporte pas le conflit». Alors, on va dire, il y a pas beaucoup de gens qui aiment le conflit, mais des fois, c'est vraiment viscéral. C'est non, s'il y a ça commence à élever le ton ou si je sens qu'il va y avoir conflit, il faut absolument que je fasse tout pour qu'il y ait pas, parce qu'en fait, c'est ingérable. Et la question, du coup, c'est pas juste: «Non, c'est comme ça, moi, j'aime pas le conflit». Il y a peut-être autre chose à creuser derrière en disant: «Pourquoi ça vous met dans cet état-là, finalement?» Exactement. Ah, mais tout à fait. Il y a j'ai envie de dire, à part s'appeler Poutine, la plupart des gens n'aiment pas le conflit. On est bien d'accord. Mais quand on a un Pas très besoin. objectif ça, Virginie. Non, mais là, pour le coup, on va pas l'être, hein, parce qu'il y aurait tant à dire. Et c'est vrai que personne n'en veut. Mais quand je suis dans une situation où je pressens que le conflit monte et que moi, j'ai des réactions physiques, le premier signal, c'est le corps. Le corps, il bouge. Vous allez avoir peut-être les mains, la boue dans la gorge, le ventre. Ça, Oui, ou c'est le cœur vraiment qui des choses. tape, mmh. Là, vous pouvez être sûr que si ça m'active autant, c'est qu'il y a autre chose. Mais pas si grave. Enfin, n'imaginons pas tout de suite un drame. Ça peut être aussi Oui, des oui, oui. parents qui se sont beaucoup disputés de tel Oui, âge à tel âge. Après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais il se trouve que ben, moi, parce que tout petit, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas tout ce qu'il fallait pour traiter l'info, j'ai eu tellement peur que ma peur, elle est restée figée quelque part dans mes souvenirs. Et dès que j'entends des gens un peu crier, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, j'ai peur. parce que c'est vrai, je rencontre de nombreuses personnes comme ça et en dehors du fait qu'il y a cette réactivation qui soit très gênante, ça veut dire que potentiellement derrière, c'est des personnes justement qui vont avoir tendance à dire oui à tout, qui n'oseront pas dire non, s'imposer parce que potentiellement pourrait y avoir conflit et donc qui ont tendance à soit se sacrifier, soit se mettre en retrait en tout cas pour éviter toute forme de confrontation, quitte à s'oublier eux-mêmes.
là-dedans et à pas pouvoir vivre ce qu'ils voudraient vivre, à oublier leurs propres désirs pour éviter les conflits. Tout à Donc fait. c'est vrai que ça peut aller très loin. À confondre cette notion de désaccord et de conflit. Parce que je peux être en désaccord avec quelqu'un sans pour autant lancer une guerre. Hein. C'est pas Poutine, quoi, justement. Et on peut tout à fait se dire non à quelqu'un, ce n'est pas rentrer en conflit. Mais dire non à quelqu'un, ça peut provoquer chez l'autre des réactions. Et comme je ne me sens pas suffisamment fort ou forte pour les porter, les accueillir, je préfère mettre en place une sorte de pare-feu à tout ça, mais à quel prix? Donc, ça va me vampiriser aussi. Donc, ça peut faire partie du trauma. C'est-à-dire que je continue à me violenter sur des choses qui m'ont violenté. Donc, je vais activer d'autres schémas de traumatisme. C'est pour ça qu'on peut retrouver des traumas sur les 3 temporalités du passé, du présent et du futur. Parce que dès que je me projette, je n'ai pas d'histoire, hein, moi, je n'ai pas de conflit. Hein, donc, Oui, oui, et ça me fait penser justement à d'autres types de manifestations quand on parle justement d'angoisse ou même de phobie. Prenons l'exemple d'une personne qui aurait extrêmement peur en voiture, soit quand elle conduit, soit même quand elle est passager. S'il y a rien dans la mémoire autobiographique qui peut expliquer, il n'y a pas eu d'accident de voiture, on n'a pas entendu parler de quelqu'un qui aurait eu un accident. Est-ce que cette angoisse-là, elle peut être inhérente à autre chose, mais qu'elle vient se positionner à ce moment-là pour X raisons? Je ne sais pas, imaginons, on est dans la voiture, en fait, on se sent enfermé, on ne peut pas sortir s'il y a danger et du coup, ça vient enclencher quelque chose d'autre qu'on a vécu? Vous tout à fait. rencontrez des choses comme ça? C'est le plus courant. J'ai envie de vous dire, Ah, l'exemple que vous avez donné, c'est le plus courant. La voiture, la plupart du temps, la voiture, l'ascenseur, l'avion, oui, tout le monde n'a pas vécu des accidents ni de voiture, même si c'est courant, ni d'ascenseur, ni même ni du d'avion. train. Par contre, le fait soit d'être enfermé, soit de ne pas avoir le contrôle. Parce que dans l'avion, c'est pas moi qui pilote, c'est pas moi qui sais, c'est pas moi qui comprends. Ça peut créer vraiment d'autres types d'angoisse. Donc, il y a des gens qui vont consulter en disant j'ai très peur de l'avion ou j'aimerais quand même prendre la voiture, j'y arrive plus depuis 15 ans. Et quand on gratouille un peu autour de qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans, je Ah, dis oui. mal placé. Alors, Virginie, je Et suis comme ça désolée. fait très mal, vous m'entendez? Oui, bah, ça avait Oui. coupé en fait juste une vingtaine de secondes. Si vous voulez bien reprendre à partir de quelqu'un, par exemple, qui a peur de prendre l'avion, oui, c'est pas lui qui conduit, mais Voilà, quelqu'un qui va vous dire j'ai très peur de prendre l'avion ou la voiture, etc. Mais ça a commencé il y a 15 ans. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire il y a 15 ans, j'ai divorcé. Et il se trouve que ça a été un cauchemar. On s'est disputé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça s'est très mal placé. Et comme ça, je suis et j'ai mal vécu ce truc, mais qu'il fallait survivre parce qu'il fallait quand même que je déménage, que je trouve un autre logement, tout ça. Eh ben, j'ai un peu déplacé ma peur. Et ma peur, elle est allée se fixer dans la perte de contrôle ou dans l'ultra-contrôle ou dans la route qui va tout droit. Ça symbolise d'autres choses pour moi. Donc, c'est souvent des choses qui reviennent. C'est-à-dire d'accord. qu'il y a eu des événements, mais c'est vers l'autoroute parce que c'est la perte de contrôle ou l'ultra-contrôle. Hein. Ça, c'est des choses qu'on retrouve beaucoup ici. La perte de contrôle, l'ultra-contrôle, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin, du coup, de tout contrôler parce qu'ils sentent qu'à l'intérieur, il y a une partie qui contrôle rien et il Tu as perdu. faut maîtriser. En fait, c'est comme si on voulait compenser un moment où on a perdu le contrôle, ou en tout cas on a l'illusion d'avoir perdu le contrôle, on a perdu quelque chose, j'ai subi quelque chose, et donc si j'ai pas le contrôle sur tout, ça va pas du tout. Et donc je dois avoir le contrôle sur tout. Donc ma voiture, un avion, mes collègues de travail Oui, parfois. les proches, la famille. Alors des gens qui ont très peur de tout et qui du Oui, coup ont oui, le sentiment de ne pas être des gens intéressants ou qui sont faibles, alors que non, c'est qu'il y a eu un trauma à la base et que c'est que les conséquences. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a le traumatisme, mais il y a la croyance autour. Et qu'en EMDR, on qui vient se greffer. désensibilise le traumatisme et on retraite l'information qu'on a construite autour. Sinon, c'est comme si on faisait que la moitié du boulot, quoi. Mmh. Et alors quelque chose que je rencontre aussi régulièrement, c'est des personnes qui savent, par exemple, qu'il y a eu un événement potentiellement traumatisant. Elles ont pu être suivies un certain temps en se disant: «C'est OK, ça va mieux», hem, mais elles vont pas au bout et il y a aussi des personnes qui savent qu'elles ont vécu quelque chose, mais qui ont l'impression de gérer finalement leur vie, ça va pas si mal que ça.
et elles n'arrivent pas à voir l'intérêt, par exemple, d'aller creuser. Mais je pense que derrière ce «je n'arrive pas à voir l'intérêt d'aller creuser», c'est certainement une peur de se dire, comme si j'y vais, je vais imploser, je vais mourir, ça va être trop dur, je ne veux pas me replonger. Qu'est-ce que vous pourriez, je sais pas, dire? Comment vous faites avec des personnes justement qui savent qu'il y a eu trauma, mais en fait elles se disent: «Voilà, c'est ça». Pour le moment, c'est un moment où elles ont encore à peu près le contrôle de leur vie et en fait ça va. Mais j'aurais tendance à dire que la plupart des gens traumatisés, en fait, ça va. Ils survivent, ils sont capables de se lever le matin. Par contre, ils sont un peu à côté d'eux-mêmes. Souvent, ce qui rate, c'est leur propre désir, leur propre réalisation, leur propre épanouissement. Il y a plein de freins. Et la thérapie, elle n'a que cet intérêt. Oui, je ne vais pas mentir, je sais qu'il existe des praticiens qui vous installent, qui vous mettent face au trauma et on y va. Et c'est une Ça peut être boucherie. violent. C'est une violence. Enfin, pour moi, c'est inadmissible. Moi, je pense qu'au contraire, tout le travail, et c'est pour ça que ça fonctionne avec moi en tout cas, c'est que on se pose, on ultra sécurise, on remet des doudous. Il y a du trauma, bon sang. Donc la personne qui est blessée, elle est fragile. Et une fois qu'on a bien sécurisé, on peut aller traiter ce passé. Et on va le sortir tout doucement. Il ne s'agit pas d'y aller à la tronçonneuse. Au contraire, hein, c'est vraiment tout en douceur et de se dire, on suit le rythme de la personne. Maintenant, quelqu'un qui me dit, mais ça va, je sais gérer là pour l'instant. C'est aussi sa temporalité. Ça veut dire que pour l'instant, ben ça se tient et que effectivement peut-être qu'une psychothérapie trop forcée, ça peut s'effondrer et que ben c'est pas la peine. Et inversement, vous allez avoir quelqu'un qui va dire le grand truc c'est la crise d'angoisse. Hein. Je veux dire ça consulte. Quand on a fait des crises d'angoisse et qu'on commence à avoir peur de faire des crises d'angoisse et que du coup on prend plus l'avion, on va plus en vacances, on va plus au resto, Oui, on oui, fait plus rien. ça Là on isole. consulte. Ben, évidemment. Et là, évidemment, une fois qu'on a levé la crise d'angoisse, qui n'est qu'un symptôme, et qu'on commence à voir toutes les problématiques, on dit aux patients, on dit, bah là, vous voyez, il y a ça à traiter, ça à traiter, ça à être traité, mais c'est comme vous voulez. Si vous ne voulez pas y aller, vous pouvez, sauf que vos crises d'angoisse, elles vous disent quelque chose. Donc, à votre rythme et aussi à sa méthode. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, changer autant qu'il faut de psy, de trucs, de machin, pour trouver la personne avec qui vous vous sentez bien pour y aller, quoi. Mais pas Mmh. les proches. Hein, on ne prend pas ses proches. Faut pas, ça, c'est pas leur job. Parce que sinon, on crée du trauma vicariant, c'est pas la peine. D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, ce qu'il faut que les gens entendent, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller consulter si tant est qu'on ait choisi la personne qui nous convient parce que même si on sait quel trauma on a vécu, le psy, enfin selon ça dépend des méthodes, mais en tout cas la vôtre, c'est pas on rentre direct dans le trauma, qu'est-ce qui s'est passé, qui vous a violé, comment ça s'est passé, c'est non. La personne a besoin de se sentir vraiment en sécurité et puis d'aller tirer fil par fil sur C'est ça. des petites bricoles, en fait, et qui finalement, au fur et à mesure, quand la personne sera pleinement prête à aller voir tout ça, à réceptionner tout ça, à aller vraiment donc c'est une descente tranquillement au fur et à mesure du patient. De son histoire, de sa résilience, de sa force. Je pense à une patiente que j'ai actuellement qui a posé tout de suite au premier rendez-vous qu'elle a été victime de violences au travail, de violences sexuelles. Pour l'instant, on en est encore à traiter la question autour de sa famille parce qu'elle a besoin de mettre des ressources pour pouvoir aborder ce sujet-là. Et c'est vrai Mmh, que sa famille, c'était pas hyper stable. Donc, on a sécurisé, on est en train de finir de sécuriser tout le plan familial pour qu'elle se sente capable de. Et plus les séances approfondissent, plus elle me dit, je me sens plus solide, je le oui sens. et prête Et, du coup à y aller, quoi. exactement. Et du coup, quand on va chercher les traumas, enfin, en tout cas, moi, c'est ma méthode, à ce rythme-là, je n'ai vu personne, je touche du bois en vous disant ça, mais ça n'a jamais dissocié, ça n'a jamais décompensé, je n'ai vu personne s'écrouler. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'on se dit, ben, je lui ai dit que je m'étais fait violer, pourquoi on n'y va pas? Ben, parce que Oui, justement, ça peut être la question des fois de personnes qui disent: «Oui, mais bon, ça fait 10 fois que j'y vais, non, mais on n'est toujours j'explique, pas». hein, Oui, oui, j'explique. on n'est pas dans le mais vous savez, c'est des idées que Tout certaines à fait. personnes peuvent se faire ou des personnes qui ont consulté à un moment donné, mais elles étaient vraiment pas prêtes, donc elles sont restées sur ce truc de: «Ça a servi à rien». Le «ça a servi à rien»,
je l'entends aussi souvent et Oui. c'était peut-être pas le bon moment, peut-être pas la bonne personne non plus. Déjà, il y a ça, et puis je pense que nous, psy, il faut qu'on explique ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est important, c'est de ce qu'on appellerait de la psychoéducation. Ce qu'on fait là, Mmh. toutes les deux, c'est des formes de psychoéducation. Moi, dans mon cabinet, je le fais. J'explique ce Oui. qu'est un trauma, comment ça marche, par quoi ça passe, mon système reptilien, tout ça. Et on voit les patients qui sont, ah ouais, ça fait sens. Maintenant, je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça. Donc, plus je comprends, plus je m'approprie le truc. Et Et, oui, oui. et je le maîtrise aussi. Donc, ben, notamment le MDR, où c'est pas du tout, on est bien conscient de tout ce qui se passe, on reste là et on sait pourquoi on fait ça, quoi. On est à deux vraiment dans ce protocole. D'accord. Et alors, je vais rebondir sur, le MDR justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste cette, pratique? Ah ouais, parce qu'elle a un côté très magique, hein, cette pratique. J'ai oh, Elle a, elle Virginie, a des étoiles dans les yeux. Ah, OK. mais parce que c'est très bluffant, j'en ai conscience. Et quand on s'intéresse à ça, les premières fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc par mouvement oculaire? Enfin voilà, pour faire très très simple, C'est on d'ailleurs le... une des rares thérapies, dans ce style-là qui est validée officiellement, voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a pas d'autres qui sont pas efficaces, hein, parce qu'on sait que parfois on est lent. Mais en tout cas, celle-ci, elle est vraiment validée. Ça avait commencé par les traumatismes de guerre, les gens qui rentraient C'est de la ça, guerre et petit à petit, ça allait sur les victimes de terrorisme et maintenant on l'utilise, pour tous les traumas, en fait, tous les types exactement. de traumas. Donc voilà, Exactement. je vous écoute. En fait, c'est reconnu pour les états de stress post-traumatique, Oui, notamment les vétérans de guerre, effectivement, qui présentaient toujours le même type de troubles. Et on n'avait absolument rien d'autre que les médicaments très forts, à très très forte mmh, dose, qui n'étaient pas efficaces à long terme en plus, avec des taux de suicide monstrueux. Donc, il fallait trouver des solutions. Très simplement, chaque fois que vous dormez, comme les machines, comme un ordinateur, vous avez un moment où vous faites votre mise à jour. C'est le moment où vous rêvez. La phase de sommeil paradoxal, c'est le moment où notre cerveau se met à activer tout un système de processus de retraitement. Donc, il va prendre tout ce qui nous est arrivé dans la journée, il va ranger, il va plier, etc. Amusez-vous à retrouver ce que vous avez déjeuné il y a 2 jours, vous ne le trouverez pas. Sauf si vous étiez dans un événement un peu particulier, vous ne trouverez pas ce qu'il y avait dans votre assiette parce que votre mémoire fait le job, elle nettoie, etc., etc. Donc, c'est mon histoire de canal. Vous avez un canal grand comme ça, tout ce qui arrive, c'est traité, rangé, les apprentissages. Et c'est pour ça que les enfants dorment autant chez les petits, parce que le et cerveau il a oui, besoin de tout ça pour tout intégrer, et voilà. Et donc, chez les tout petits, c'est rigolo, parce que quand on les voit dormir, on dirait ils ont oui, il des tics. s'agite. Ça s'agite dans tous les sens. Chez l'adulte, c'est différent. Il n'y a plus que les yeux qui bougent vite. Tout le reste du corps est complètement paralysé. Mais là, les yeux, ça bouge. On Mmh, voit bien chez les chiens aussi. Et donc, quand vous rêvez, vous activez ce processus de retraitement et donc vous avez les yeux qui bougent comme ça, très, 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 très vite. Et Francine Shapiro, qui s'occupait des vétérans de guerre, donc il y a un peu plus de 30 ans, s'est retrouvée un jour dans une parfaite impuissance, très tracassée par l'état de ses patients, et elle se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, quoi? Et elle a fait un truc très simple, elle est partie marcher, et en marchant et en réfléchissant, elle s'est rendue compte qu'en balayant, parce que quand on marche, on balaye pour pas tomber, quand même, on regarde un peu où on va, ça l'apaisait beaucoup. Ça l'apaisait beaucoup. Et donc, elle a commencé à expérimenter comme ça. Et petit à petit, on a créé des protocoles de plus en plus précis avec la cible, l'événement que je veux retraiter, mon accident de voiture, la fois où je failli me noyer, etc. On va activer un certain nombre de mouvements oculaires, donc ce qu'on appelle des SBA, des stimulations bilatérales alternées. On active donc les deux hémisphères, ni plus ni moins. Et du coup, votre cerveau, il se dit, tiens, c'est marrant, c'est ce que je fais toutes les nuits. Et comme c'est une machine formidable, et bien du coup, il commence à activer le retraitement. Et donc, on va vraiment faire en sorte que la première étape, ce soit la désensibilisation. Quand je repense à mon accident, j'ai des palpitations, je me sens pas bien, on diminue la charge émotionnelle. Et ensuite, on va aller travailler sur le retraitement. Je suis nulle, je suis en danger, j'y arriverai jamais, c'est moi qui suis coupable, enfin toutes ces choses qui sont greffées dans mon trauma. Et tant qu'on n'est pas à zéro, que la personne ne nous dit pas c'est ok, je repense à ce moment et ça m'active plus, ça veut dire que le retraitement n'est pas totalement terminé. Donc, on va travailler sur le passé,
Le présent, ce qui me déclenche, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'eau froide, la voix, le camion, toutes ces choses qui peuvent aussi activer mon trauma pour s'assurer qu'on nettoie, et potentiellement un futur. Et le grand classique, c'est j'ai très peur de prendre la voiture sur l'autoroute. Et bien, j'imagine que je prends la voiture, que je suis sur l'autoroute, je suis là en train de machin. Oh là là, je sens que ça monte. Hop, on désensibilise, et puis on peut même donner un petit exercice du style en rentrant du cabinet, vous allez essayer de faire un petit tour, juste ce petit tronçon-là, puis vous me direz comment vous vous sentez. C'est des petits défis. Et petit à petit, on libère vraiment des situations qui étaient complètement coincées. Donc, c'est assez bluffant parce qu'il y a un côté presque magique. Je bouge les yeux et ça va mieux. Alors, Parce attention, qu'en je ne fait, me finalement, s'auto-calvaire pas. alors, Vous laissez passer tout seul. justement, je vous vois faire ça. Donc, c'est parce que certains prennent un stylo, d'autres c'est les doigts ou peu importe. Donc, en fait, Moi, j'ai une c'est vous barre. qui Moi, j'ai même une initiez, barre. voilà, vous initiez un mouvement pour qu'il y ait un balayage des yeux. Il y a un balayage. Effectivement, vous allez avoir des praticiens avec le Oui, stylo. Moi, maintenant, au cabinet, je travaille avec une barre parce que ça fait très mal à l'épaule. C'est pour mon confort personnel. Donc, vous avez une lumière qui va relativement vite. Il faut être très clair. Et donc, ça active. Et au début, ça peut sembler inconfortable parce qu'on se met à bouger les yeux comme ça, à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais comme on le fait toutes les nuits, très oui, vite, finalement, ouais. ah oui, 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 les personnes oublient. J'ai même vu des patients en distanciel aller un peu plus vite que le mouvement de départ. C'est-à-dire que, hop, ça y est, c'est embarqué et ils le font vraiment naturellement, quoi. D'accord, donc ça veut dire qu'effectivement, en dehors de vos séances d'accompagnement que vous faites en présentiel et aussi en distanciel, le MDR, vous la pratiquez également à distance puisqu'il y a l'écran, donc ce mouvement-là peut très bien se faire pour retraiter l'information et désensibiliser à ce qui génère des symptômes désagréables ou inconfortables. Il n'y a pas que l'écran. Il y a aussi des points qu'on peut mettre et puis on travaille aussi avec les tapotements ici, ce qui est pas mal pour favoriser la sécurité et le fait de maintenir la sécurité en distanciel. Ça marche très bien. On a dû apprendre avec le confinement. On ne Oui, pouvait pas oui, oui. laisser les patients tout seuls, donc on faisait du distanciel, bien sûr. Et depuis, moi j'ai des patients un peu partout, donc on fait beaucoup de distanciel. D'accord. Ok, bien Virginie. Bon, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Alors, bon, je vous garderai bien plus longtemps parce que ça reste toujours très intéressant. Mais je vais vous laisser quand même continuer la journée. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter, qu'on n'a pas évoqué, qui vous paraît important de dire? Ou est-ce qu'on a balayé pas mal déjà? Je crois que j'ai répété plusieurs fois de bien accepter, de faire ce qu'on peut. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de respecter son rythme et de respecter le droit du petit pas par petit pas. C'est-à-dire que même si, par exemple, le MDR donne des sensations, des fois, de progresser très vite, de désensibiliser un truc qui était coincé depuis des années, n'empêche que pour arriver à ça, il faut accepter qu'on avance doucement de soi vers soi et qu'on ne se violente pas en plus dans la thérapie. Il y a assez de violence autour de soi, dans sa vie, dans le monde. J'ai parlé 2 fois de Poutine, tout ça, ça fait quand même beaucoup. Et donc, quand je suis dans un espace thérapeutique, quand je vais chercher et parler de mon trauma, il faut que je me sente en sécurité, il faut que je respecte le rythme dont j'ai besoin, voire même dire au psy ou à l'autre praticien, qu'importe, non, stop, etc. Ça, c'est une règle d'or, vraiment. D'ailleurs, même dans le protocole EMDR, la première chose qu'on dit à nos patients, vous ne pouvez pas, c'est trop fort, c'est si, c'est ce que vous voulez, lève la main, Oui. stop, stop. Vraiment, c'est important parce que souvent, on a l'impression qu'il faut aller traiter le traumatisme comme quand je me suis cassé le bras, qu'on va aller m'opérer, qu'on va me mettre des broches et des machins, que je vais encore souffrir pendant des mois. Du tout, c'est Oui, pas le. il n'y a pas besoin de forcer, de s'infliger, on va dire, des émotions qui Non, peuvent être pires qu'au c'est départ. horrible. C'est Tranquillement, on prend horrible. soin de soi, on est bienveillant, on accepte que si ce Ouais, jour-là, c'était ouais, trop dur, ça sera la fois d'après et c'est c'est ça. pas si grave. Exactement. Et au contraire, j'ai même trouvé que c'était beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que quand le patient ou la patiente est vraiment tout doux avec soi, mais la séance derrière, elle se fait, mais presque de façon Oui, fluide, quoi. Donc, on voit les personnes dire, bah, je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, ben oui, mais parce qu'on a mis un cocon autour. c'est ça, c'est-à-dire que la personne elle-même, elle a réussi à se mettre en sécurité à un moment où elle sentait que c'était trop. C'est ça. Donc c'est une belle acquisition en tout cas, qui permet de mieux avancer après. Tout à fait. Très bien.
Bon, bah, merci Virginie en tout cas, ce fut très intéressant. Merci Un à vous. plaisir de vous recevoir. Très bien et bah, allez, alors on coupe et je dis à merci à tout le monde.